Les clichés, ça fait chier. Voici le titre sentencieux que j'ai décidé de donner à une chronique cinéma que je publierai régulièrement sur cette chaîne. Alors, pourquoi s'intéresser aux clichés dans le cinéma, me demanderez-vous? Mais surtout, pourquoi cette haine affichée à leur endroit? Eh bien, pour vous expliquer mes intentions, il faut d'abord que je vous raconte une histoire. Tout a commencé par un dimanche ordinaire. Engourdi des excès de la veille, j'émergeais de l'abîme à l'heure du goûter. La laine encore fangeuse et l'estomac fraîchement doliprané, je pris la courageuse décision de ne rien faire de ma journée. Confortablement installé dans mon canapé premier prix, je me mis en quête du film qui saurait idéalement accompagner mes chocs à pic et mon désir d'oisiveté. En lisant le synopsis du film Le Labyrinthe, je pensais avoir trouvé le candidat parfait. Un énième ersatz d'Hunger Games dont la prévisibilité aurait au moins le mérite d'épargner les quelques neurones ayant survécu aux assauts houblonnés de ma nuit. Mais je ne mis guère longtemps à regretter mon choix de film tant son manque de personnalité m'échauffa rapidement la corde critique. Je fus sidéré par sa manière assumée de ressucer honteusement tous les poncifs du film d'aventure adolescent des années 2010 sans daigner afficher la moindre singularité. Chaque nouveau cliché réutilisé devint alors un nouvel affront à ma susceptibilité de spectateur incrédule, ainsi qu'un palier supplémentaire franchi en direction de mon seuil de tolérance. Puis est arrivée cette scène. Ce son, ça vous rappelle rien? Rien du tout. Putain, ils ont osé. Ce bruit de batracien asthmatique est le son que nous ressortent régulièrement les productions paresseuses depuis le premier Predator, quand elles manquent d'inspiration pour faire frissonner le spectateur. Ce qui en soi est absurde, puisque la peur au cinéma fonctionne beaucoup sur l'angoisse de l'inconnu. Alors pourquoi serait-on effrayé par un son qui nous est familier depuis plus de 30 ans? Surtout quand on sait que dans la vraie vie, un mec qui fait ce bruit, ça ressemble à ça. Effrayant, non? Étrangement, il semble que les caractères designers aient généralement les mains assez libres pour imaginer des créatures relativement innovantes, et encore ça se discute. Mais les sound designers paraissent réellement bridés par les studios. Ils se retrouvent bien souvent obligés de reproduire une énième variation d'un effet sonore usé jusqu'à la moelle, mais qui a fait ses preuves. Du coup, les créatures dans les films auront beau avoir une apparence originale, elles produiront souvent exactement le même son. Je veux dire, dans la vraie vie, ça et ça fait des bruits complètement différents. Alors pourquoi dans la fiction, ça et ça ferait le même bruit? Et ce manque de variété est d'autant plus dommage que je suis certain que les sound designers ne demandent qu'à créer des effets sonores inédits, prompts à nous faire souiller nos sous-vêtements de spectateurs amateurs de sensations fortes. Mais pour ça, encore faudrait-il qu'on leur en laisse la liberté ou le budget. Bref, vous l'aurez compris, ce son fut la goutte d'eau qui fit déborder la coupe pleine. Le foutage de gueule de trop qui me niqua ma séance dominicale. Je me retrouvais donc avec une sérieuse gueule de bois et l'envie de faire morfler des coups de Black & Decker à un parterre de producteurs peu scrupuleux. Mais plutôt que de lancer à moi seul une vendetta contre une industrie entière, je me suis dit que j'allais plutôt rester au chaud chez moi et essayer de répondre à une question simple. Pourquoi les films qui sortent chaque semaine se ressemblent tous ? Ma fibre d'adolescent attardé me poussa d'abord à rejeter la faute sur les producteurs, qui ne penseraient qu'au fric et nous refourgueraient toujours la même recette sans le moindre scrupule. Salaud! Et dans un sens, je n'avais pas totalement tort. Les studios qui veulent faire des entrées en salle ont à composer avec une concurrence grandissante depuis une bonne trentaine d'années. Ça a commencé avec l'apparition des chaînes câblées dans les années 70 aux États-Unis et dans les années 80-90 en France. Il faut ajouter à cela la popularisation des jeux vidéo, ainsi que l'entrée des séries télé dans leur âge d'or, qui vit la qualité de celles-ci suivre la courbe croissante de leur chronophagie.
Puis vint Internet bien sûr, avec à la fois le téléchargement illégal, mais aussi la multiplication de créations originales diffusées uniquement en ligne. Enfin, plus récemment, les offres de vidéos à la demande sont venues changer de nouveau la donne dans un marché déjà bien chamboulé. Avec l'arrivée de ces nouveaux acteurs, on aurait pu penser que l'industrie hollywoodienne aurait été forcée de redoubler de créativité pour capter l'attention de spectateurs toujours plus volatiles. Sauf que c'est justement tout le contraire qui s'est passé. Plutôt que de chercher à se démarquer en proposant des idées innovantes, les studios hollywoodiens ont fait le choix de se replier sur des valeurs sûres, d'appliquer des recettes qui ont fait leurs preuves. Cela se ressent notamment au vu du nombre impressionnant de suites, de remakes ou d'adaptations de romans et de bandes dessinées sortis ces 15 dernières années. Les studios capitalisent sur le succès d'autres œuvres, s'assurant ainsi un public acquis d'avance. À titre d'exemple, sur les 10 films ayant fait le plus d'entrées dans le monde en 2012, aucun n'était adapté d'un scénario original. Et le pire, c'est que c'était déjà le cas l'année précédente. Donc indéniablement, l'offre de films s'uniformise. Mais accuser les producteurs hollywoodiens d'être les seuls responsables de la pauvreté de l'offre cinématographique grand public, ce serait un petit peu court. Ce serait notamment oublier que, comme dirait l'autre... Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Eh ben ouais, le problème c'est que ces films qui exploitent des recettes éculées, nous continuons pourtant à aller les voir. Le très mauvais Transformers 4 par exemple a été un carton au box-office. Et le succès constant des films d'horreur, qui sont pourtant des nids à clichés, prouve bien que nous sommes demandeurs de films formellement identiques. Quelle misère. L'influent scénariste américain Blake Snyder a d'ailleurs établi 10 catégories de scénarios dans lesquelles chaque film peut selon lui être rangé. En gros, selon lui, dans toute notre vie de cinéphile, nous n'aurions jamais vu que 10 scénarios différents. Ce qui est quand même assez flippant. Alors, d'où vient cette propension que nous avons à ingérer une quantité de films à l'emballage différent, mais au contenu identique? Eh bien, des psychologues se sont penchés sur la question. C'est notamment le cas de l'américain Robert Zajon, qui a développé le concept d'effet de simple exposition. Pour résumer, il a simplement mis en avant le fait que plus nous étions exposés à une personne, un son, une image, un motif, etc., plus nous aurons de chances d'éprouver un sentiment positif à chaque fois que nous y serons de nouveau exposés. En gros, la répétition est instinctivement agréable pour l'homme. Ce qui explique le succès du format pop dans la musique par exemple, mais ça explique aussi notre tolérance, voire même notre goût pour les clichés dans le cinéma. Le risque du coup, ce serait pour nous spectateurs de ne chercher à retrouver que des motifs connus, et à entretenir par là même notre manque d'intérêt pour les choses nouvelles ou simplement différentes. Et si en plus les producteurs ne mettent de l'argent que dans des films formellement identiques, notre curiosité risque bien de s'atrophier naturellement. Parce que même si elle nous est agréable, la répétition peut s'avérer aliénante à terme. C'est ce qu'ont mis en avant Guy Montgomery et Tim Batt dans une expérience aussi débile qu'intéressante. Ces deux Néo-Zélandais se sont infligés le visionnage d'une des pires comédies américaines récentes, à savoir Copains pour toujours 2, pendant une année entière. Chaque lundi, ils se réunissaient pour voir le film et publiaient un podcast dans lequel ils discutaient de leurs ressentis après chaque séance. Et si les premiers visionnages donnaient lieu à des déconnades bon enfant, ce qu'ils décrivaient lors des dernières séances était un état d'abrutissement bien réel, ainsi que la peur de vraiment sombrer dans la folie. Ce qui n'est finalement pas très étonnant quand on sait que la CIA utilise une méthode de torture assez similaire qui consiste à diffuser en boucle la même chanson à un sujet. Aurions-nous alors un rapport masochiste au cinéma? Parce que si nous ne regardons sciemment que des films identiques, ne nous mettons-nous pas alors volontairement dans un état d'abrutissement? Et ne nous infligeons-nous pas nous-mêmes une certaine forme de torture mentale? Torture mentale, torture mentale, torture mentale, torture mentale. Si nous avons un rapport d'amour-haine avec les clichés cinématographiques, je me suis dit que toutes ces recettes filmiques en disaient finalement long sur nous, spectateurs, et qu'il pourrait alors être intéressant de creuser un peu le sujet. D'analyser à la fois les clichés hérités de l'histoire du cinéma, ou d'autres formes d'art, mais aussi les nouveaux codes que notre génération a lancés et qui seront amenés à perdurer. Et surtout, mes préférés, les clichés éphémères qui sont typiques de l'époque qui les a vus naître, comme le deviendront sûrement pour nous le lens flare, ou les effets de zoom intempestifs que l'on retrouve par exemple dans Man of Steel, dans le teaser du nouveau Star Wars, ou dans des séries comme The Office. Parce qu'à trop rager devant le conformisme des films qui sortent chaque semaine, on en oublierait presque ce qui fait le charme des clichés, à savoir leur désuétude. Beaucoup de clichés sont les marqueurs d'une époque, comme peuvent l'être la mode vestimentaire ou les courants musicaux. Et il y a fort à parier que les motifs qui saturent les productions actuelles agissent comme des Madeleines de Proust d'ici 10, 20, 30 ans. Et peut-être même qu'un jour, on se retrouvera à dire cette phrase de vieux con « T'entends ce bruit, petit ? C'est toute ma jeunesse. »
Mais bon, en attendant qu'ils ne deviennent des pépites nostalgiques, ces clichés, ils nous font surtout chier. C'est pour ça que j'ai créé cette chronique, dans un but critique et pédagogique d'abord, mais surtout avec en vue la possibilité de débat que permet le web participatif. Ce qui m'intéresse, en plus de satisfaire quelques pulsions exhibitionnistes, c'est d'échanger avec vous, de me confronter à votre avis, plutôt que de vous cracher bêtement le mien à la face. Pour vous, je m'affligerai donc avec une régularité masochiste le visionnage de gros nanars comme de chefs-d'œuvre, mais aussi de productions plus moyennes. Vous savez, ces films insipides, sans réels amoureux ni détracteurs, dont la fadeur n'éveille généralement guère plus que notre indifférence, mais qui sont peut-être les meilleurs représentants de l'époque qui les a vus naître. Au gré des épisodes, je décortiquerai les tics d'écritures et les recettes stylistiques de ces films, en prenant un plaisir certain à me vider les glandes à venin sur les clichés qui me font sortir de mes gonds. Mais, comme mes profs de collège m'ont bien appris à opposer une antithèse à ma thèse, je prendrai soin de ne pas simplement observer chaque cliché de mon œil de spectateur échaudé. J'essaierai de prendre un petit peu de recul pour ne pas tomber bêtement dans le défoulement stérile. Mais ce sera pas toujours facile. Parce que, entendons-nous bien, mon but, c'est pas de vous pourrir vos séances futures en vous pointant des défauts au-dessus desquels vous passiez peut-être. Mon objectif, c'est plutôt de vous faire prendre conscience de certaines tendances paresseuses, pour mieux vous faire aimer les auteurs qui justement s'en détournent courageusement. En effet, plus que son grain de sel, j'aime quand un auteur met son grain de sable dans la mécanique bien huilée qu'est un film grand public. Et si j'arrivais à vous faire partager mon amour pour ces îlots d'originalité tout en vous apprenant 2-3 trucs, eh ben je serais le plus heureux des youtubeurs. Bref, il me tarde de commencer les hostilités, donc je vous dis à bientôt pour la suite des réjouissances. D'ici là, matez du bon, matez de la merde, mais gardez un œil critique.